et bienvenue pour notre première édition de l'Instant Gouvernance de NAPF Grand Ouest. Alors, vous commencez à être nombreux à nous rejoindre sur Teams, vous êtes à peu près une cinquantaine. Avant de démarrer, quelques petites règles à partager pour le bon déroulement technique des 20 minutes que nous allons passer ensemble, même si vous avez des petites instructions qui s'affichent de la part de Damien. Donc tout d'abord, pour votre information, cette web interview est enregistrée. Donc merci au public de désactiver caméra et micro. Vous pourrez bien sûr retrouver l'enregistrement de cette web interview sur le site de NAPF. Alors je ne sais pas encore bien à partir de quand, Damien, peut-être à partir de demain. Tout au long de l'entretien, vous allez pouvoir utiliser le fil de discussion de Teams pour poser vos questions à notre invité. Et Laurent Lécole, qui va co-animer cette première édition avec moi, se fera votre interprète de vos questions auprès de notre invité. Alors j'espère que tout va bien se passer. Merci par avance de nous pardonner les éventuels petits bugs. Et comme disent les journalistes, on est en direct, donc il peut y avoir quelques petits aléas. Et puis surtout, moi, je ne suis pas journaliste. Et justement, je me présente rapidement. Je suis Anne Blanche, je suis administrateur indépendant et j'ai le plaisir de co-animer avec Laurent Lécole la commission gouvernance de NAPF Grand Ouest. Laurent, je te laisse saluer le public. Oui, bonjour à tous. Donc, Laurent Lécole, moi je suis directeur général d'entreprise industrielle, Fonderie Le Maire et Fonderie de Joie à Nantes. Voilà, et puis j'ai le plaisir de co-animer avec Anne la commission gouvernance au sein d'NAPF. Merci Laurent. Donc, cette commission s'est montrée effectivement assez active au cours des dernières années et des derniers mois. Et elle a notamment produit 2 ouvrages que je me permets de vous partager très rapidement à l'écran. J'espère que vous le voyez. Un premier qui s'appelle, vous avez dit, Gouvernance. Et puis un deuxième ouvrage plus ciblé qui est Ouvrir sa gouvernance à ses salariés, pourquoi pas vous? Alors, ces ouvrages sont disponibles sur le site de NAPF, donc vous pouvez aller vous y reporter. Et ces ouvrages visaient déjà à recueillir le témoignage de chefs d'entreprise, mais dans la continuité de nos travaux, la commission a décidé de donner la parole en fait en direct aux chefs d'entreprise sur ce sujet de la gouvernance. Sujet qui aujourd'hui prend une dimension toute particulière et encore plus forte dans le contexte de crise que nous traversons, puisqu'effectivement, les enjeux stratégiques sont percutés par la crise et les entrepreneurs vont effectivement devoir ou repenser, ou pivoter, ou renforcer leurs enjeux stratégiques. Aujourd'hui, nous sommes heureux avec Laurent d'accueillir François Guérin, qui a accepté d'essuyer les plâtres avec nous pour cette première édition et de partager avec nous son vécu en matière de gouvernance. Donc bonjour François, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette première édition des Instants Gouvernance par NAPF. Peut-être François, avant qu'on démarre, je te laisse te présenter et puis présenter le groupe CETI que tu diriges. Ok, donc François Guérin, moi je suis directeur général de CETI. Je vais être très bref. CETI, c'est une ETI industrielle dont le siège est à Machecoul. Nous sommes 1300 collaborateurs avec 7 usines en France. Nous avons 4 métiers. Nous sommes fabricants de portes d'entrée pour l'habitat, fabricants de fenêtres et fabricants aussi de systèmes solaires photovoltaïques. Et nous avons une 4e activité qui est un réseau d'agences sur le Grand Ouest pour la rénovation énergétique de l'habitat et là directement avec le client final. Merci François de cette présentation effectivement très rapide. Et pour introduire notre sujet de gouvernance, est-ce que tu peux nous dire un petit mot de la façon dont aujourd'hui la gouvernance est organisée dans le groupe CETI? Oui, alors nous sommes une entreprise qui a plusieurs activités et on a souhaité en tout cas avoir une gouvernance qui reflète aussi toute cette diversité et puis qui intègre les différentes, en tout cas un certain nombre de parties prenantes, dont notamment nos collaborateurs. Alors on a 3, je dirais, instances. D'abord un comité stratégique qui est fait de parties prenantes externes dans lequel on fait intervenir des personnes qui ont des regards différents et complémentaires. Nous avons après un comité d'information et d'orientation qui regroupe nos partenaires financiers, parce que nous avons une partie du capital détenu par des partenaires financiers. Et puis nous avons bien sûr le comité exécutif qui ensuite pilote le groupe. Sur le comité des partenaires, le comité stratégique, nous avons différentes personnes représentatives. Excuse-moi François, on ne t'entend pas très bien en ce moment. Ah,
On a fait le test à l'heure, ça marchait. Ah voilà, ça marche là. C'est bon. D'accord. Ça marche, ça? Voilà. On t'a quitté juste quand tu t'apprêtais à nous dire comment était composé ton comité stratégique. D'accord. Le comité stratégique, nous avons essayé d'intégrer des personnalités avec des regards complémentaires. Une personne qui a plutôt un regard sur tout le monde de la finance, de l'ingénierie financière. Nous avons une personne qui va avoir un regard sur la stratégie, puis avec une culture RSE très forte. Nous avons une autre personne qui va avoir une dimension très industrielle et internationale. Et enfin, une quatrième personne qui représente vraiment le monde du digital et de toute cette transformation digitale. Et puis, nous avons le président de la société qui regroupe l'ensemble des salariés actionnaires du groupe et qui siège aussi dans cette instance. Et puis, bien sûr, nous avons Yann Rolland, président, moi-même DG, et puis notre directeur financier qui complète cet ensemble-là. Ça, c'est le comité stratégique qui a pour vocation vraiment de présenter toutes les orientations stratégiques, d'aller sur les points difficiles. Et là, on attend de ce comité-là qui nous interpelle, qui nous questionne, qu'il appuie là où ça fait mal, là où il y a vraiment les sujets complexes et tous les enjeux sensibles du groupe. L'autre comité, c'est plutôt le comité d'information et d'orientation. On a le regard de nos partenaires financiers qui sont co-actionnaires. Une approche d'information, de résultats, et on présente la stratégie. Et on a un regard vraiment où on attend de nos co-actionnaires aussi un regard critique. Mais on a séparé ces deux comités dans une volonté à la fois d'avoir un regard très libre avec des parties prenantes externes et qui ont cette complémentarité, puis un autre regard où là on est entre actionnaires aussi du groupe. Très bien. Quand on a préparé cet entretien, François, on a évoqué bien sûr le modèle qui est celui de CETI, qui combine à la fois performance opérationnelle, RSE, innovation, qualité, tout ça au bénéfice de la performance économique durable. On connaît par ailleurs ton attachement en tant que vice-président et président aujourd'hui des différents territoires de DRO. Je sais qu'il y a en ce moment même une réunion de DRO à laquelle tu as échappé pour être avec nous, et encore merci. Quelle traduction en termes de gouvernance pour le groupe CETI de cet aspect, RSE et performance durable? Oui, on a établi un modèle de développement qui servait un modèle de performance durable. Alors, les choses, elles sont efficaces lorsqu'elles sont simples. Et ce modèle, il s'appuie sur 4 piliers qui sont la performance opérationnelle, la qualité. Il y a du bruit de fond, je ne sais pas. Oui, il y a un micro qui ne doit pas être éteint quelque part et il y a des bruits de papier, effectivement. Je répète, 4 piliers, performance opérationnelle, qualité, innovation et RSE. Tout ça au service de la performance économique durable. Et pour être très simple, chaque mot a vraiment sa place et chaque pilier est indispensable. Performance opérationnelle, parce qu'on ne peut pas exister dans un monde économique sans avoir un minimum de performance opérationnelle. Si on est moins bon sans arrêt avec ses concurrents, on n'existe pas. La qualité, c'est comment je fidélise mes clients. L'innovation, c'est comment je me développe et comment j'attire de nouveaux clients, je suis attractif. Et la RSE, c'est la cohésion, c'est le sens qu'on donne à toute notre action. Et les quatre ne sont pas à voir de façon séparée. Tout est imbriqué. Lorsqu'on fait de l'innovation, elle intègre et de la performance et de la qualité et une démarche RSE. Mais sans arrêt, sur tout ce qu'on fait, ce que je demande, c'est à ce qu'il y ait ces 4 regards. Et lorsqu'on associe ces 4 regards, on est bien au service d'une performance économique durable. Alors, bien sûr que ça irrigue la gouvernance, que ce soit le COMEX, que ce soit notre comité stratégique ou notre CIOD, on est soucieux dans les informations qu'on remonte de toujours avoir ces 4 regards. Qu'est-ce qu'on fait en termes de choix et comment ça impacte au vu de la performance opérationnelle, de la qualité, de l'innovation et de la RSE. Et si ces 4 piliers sont là, je pense qu'on s'inscrit dans la durée. Je rallume mon micro. Tu évoquais à l'instant effectivement le sens. En préparant cet entretien, tu disais bon, la mission du groupe, et je te cite, c'est s'engager pour un habitat harmonieux, durable, tourné vers l'humain. Alors, raison d'être, entreprise à mission, on s'y perd un peu si on ne s'est pas plongé dans la loi Pacte et si on n'a pas lu attentivement le rapport Nota-Senar. Quelle différence tu fais? Est-ce que tu dirais que le groupe CETI est un groupe à mission? Est-ce
quelques mots, tu peux nous résumer la démarche qui a été la vôtre, puisque je sais que la tienne et la vôtre, puisque je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur chez SETI. Oui. Alors c'est vrai qu'on a mis la RSE, un des 4 piliers que je citais tout à l'heure, dans les fondamentaux de notre modèle. Et pour moi, le prolongement d'une démarche RSE comme ça mis au centre de l'entreprise, c'est d'aboutir effectivement à ce modèle d'entreprise qu'on appelle l'entreprise. Alors c'est vrai que ça mérite d'être éclairci parce que aujourd'hui on en parle beaucoup de la loi Pacte, tout ça, mais parfois de façon un peu complexe. Et je pense qu'on peut essayer de le simplifier. Alors, je vais essayer de le simplifier rapidement. Mais avant, on avait, bien sûr, dans le Code civil, on avait un article 1833 qui définissait que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt de ses associés. Ça, c'était la base, et toute entreprise était comme ça. Ce qu'introduit la loi Pacte, c'est 3 choses nouvelles. D'abord, toute entreprise maintenant doit obligatoirement ajouter à cela qu'elle agit bien sûr dans l'intérêt de ses associés, mais aussi en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Ça, c'est obligatoire à tous. Et puis, il y a un deuxième niveau optionnel, qui veut dire je me dote d'une raison d'être. Et la raison d'être, c'est un peu, je peux résumer ça, dire à quoi je sers, qu'est-ce que je fais et à quoi je sers concrètement. Ça, c'est une option. Mais cette option, vous voyez, on peut se donner une raison d'être. Il y a un certain nombre d'entreprises qui l'inscrivent dans leur statut. Mais l'inconvénient de ça, c'est qu'elle ne demande aucun engagement. D'ailleurs, on peut se doter d'une raison d'être, très noble soit-elle, mais s'il n'y a pas d'engagement, finalement, à quoi ça sert? Ça sert de l'afficher comme ça si derrière, on se donne aucune contrainte, en tout cas, pour vraiment être en ligne avec cette raison d'être. Donc, il y a le troisième niveau, troisième étage de la loi Pacte, qui est l'entreprise à mission. L'entreprise à mission, c'est une raison d'être et des engagements. Je m'engage sur quoi concrètement pour répondre à cette raison d'être. Et la raison d'être et les engagements constituant la mission. La mission, ce n'est pas une autre déclaration d'à quoi on sert, parce que ça, c'est la raison d'être. C'est je prends des engagements en lien avec ma raison d'être. Donc, effectivement, nous, on travaille à aller vers ce troisième niveau, qui est l'entreprise à mission. On s'écrit, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour l'instant, une raison d'être qui reste encore affinée, mais qui serait s'engager pour un habitat harmonieux, durable et tourné vers l'humain. Et on est en train de travailler sur nos engagements. Et tout ça, on va le faire en mode très collaboratif avec toutes nos équipes, parce qu'on ne peut pas aller vers l'entreprise à mission en décrétant ça, en faisant du top-down. Je pense qu'il faut vraiment faire participer les collaborateurs. Donc c'est un travail qui démarre, qui a démarré sur septembre et qu'on va étaler sur 6 mois. L'objectif étant qu'entre le printemps et l'été, on arrive à ce statut d'entreprise à mission. Et c'est un beau challenge. Voilà. Je trouve que ça mobilise beaucoup d'énergie pour aligner en tout cas le sens de notre action. Je me tourne un instant vers le public. N'hésitez pas à poser des questions à François. Si vous en avez, on les relaiera tout à l'heure. Je vois qu'il n'y en a pas encore des masses dans le fil de discussion, donc je vais encore poser une question à François. Est-ce que François, alors c'est difficile de ne pas évoquer le contexte de crise dans lequel on est aujourd'hui, est-ce que cela vous a amené à repenser la stratégie du groupe? Est-ce que ça a entraîné une évolution effectivement de la gouvernance? Est-ce que ça a modifié vos processus de décision? Je pense notamment à la période de confinement et puis en sortie de confinement. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de cela peut-être? Alors, moi, je fais partie de ceux qui pensent que cette crise n'a pas généré un monde d'après par rapport au monde d'avant. C'est une crise qui accélère des mutations qui s'amorçaient. Ces mutations pour une économie plus responsable, après qui va se traduire par plein de choses dans le quotidien, dans le concret. Mais cette mutation vers ce monde-là, elle s'amorçait, on le sentait. Et je pense que la crise l'a accéléré. Donc, dans notre démarche d'intégrer la RSE au cœur de notre modèle, d'aller vers l'entreprise à mission, ce qu'on avait décidé avant la crise, puisque c'est une idée
dès fin 2019. On avait engagé les travaux et puis bien sûr le confinement a stoppé un peu tous ces ateliers collaboratifs, collectifs. Tout ça n'a fait, toute cette période de crise n'a fait que renforcer notre conviction qu'il faut y aller encore plus vite. On a besoin d'une économie plus responsable. Et je trouve que l'entreprise à mission permet d'ancrer ça dans les statuts de l'entreprise et que le fait qu'on intègre la dimension sociale et environnementale dans nos décisions, ce n'est plus une variable d'ajustement. Quand on se met dans cette statut d'entreprise à mission, tout ce qu'on fait va forcément se faire avec ce triple enjeu économique, social, environnemental. Et on ne peut plus mettre en variable d'ajustement les autres aspects. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on s'inscrit totalement dans cette mutation-là. Donc oui, ça a accéléré au contraire cette crise, notre motivation à y aller. Merci François. Alors je vois que certains ont accepté de sortir de leur timidité et commencent à poser des questions. Je vais passer la parole à Laurent qui va se faire le relais effectivement des questions. À toi, Laurent. Exactement, des questions. Une première question, François, qui concerne, vous avez expliqué tout à l'heure que vous aviez 3 comités, le stratégique, comité d'orientation et comité exécutif. Bon, vous êtes évidemment une ETI, une très belle ETI, 1300 personnes. Est-ce qu'il n'y a pas un côté chronophage, même pour être, vu qu'on est industriel, on va prendre des termes d'industrie, usine à gaz? Oui, alors la gouvernance, je pense que là, il n'y a pas de modèle unique. Je pense que dans ce que je dis là, on est bien d'accord que c'est un témoignage d'une entreprise et qui a son histoire et que la gouvernance, elle est en lien avec le chemin et l'histoire de l'entreprise. Nous, c'est notre chemin. Voilà, ça a été construit comme ça, avec l'envie d'avoir un comité à la fois de parties prenantes externes très, très libre et avec qui nous interpelle, qui est sur tout ce qu'on fait, un comité d'actionnaires. Et là, en plus, je dirais, on va le complexifier. Alors, on rajoute l'entreprise à mission. Qui dit entreprise à mission, si vous regardez la loi aussi, on dit il faut un comité de mission. Alors, bien sûr, on va se dire, si on rajoute un 3e comité, ça va quand même être un peu compliqué. Donc, j'ai une réflexion effectivement en ce moment, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas regrouper les choses? Et ce comité stratégique ne pourrait pas devenir aussi ce comité de mission, dans lequel, bien sûr, on regarde la stratégie, mais aussi est-ce qu'on respecte la mission et les engagements? Parce que sinon, si bien sûr on multiplie les comités, je suis d'accord, attention à la complexité, puis surtout, je dirais attention au regard un peu schizophrénique qu'on pourrait avoir. Si vous avez un comité dans la gouvernance centré sur les résultats, d'ailleurs je rappelle que normalement dans la définition, je crois, je ne suis pas expert, mais sûrement Anne est plus expert que moi, si on a un statut de SA, ce qui n'est pas notre cas, on est en SAS, en SA il faut un conseil d'administration, le conseil d'administration, sa vocation c'est du contrôle des résultats. Si vous, à côté, vous dites, je construis un autre comité qui va vérifier que les engagements RSE, ça devient un peu schizophrénique. Ça veut dire qu'on dissocie l'économique des autres engagements. Et moi, je pense que le sens de demain, c'est d'associer en permanence ces éléments-là. C'est une approche systémique et globale. Donc, on n'a pas décidé encore comment s'intégrera ce comité de mission dans notre gouvernance, mais j'irais, la préférence serait quand même plutôt de dire, restons à chaque fois, dans chacun des comités qu'on a, sur un regard global. Et que si nos actionnaires, on garde un comité d'actionnaires et qu'on emmène sur ce chemin de l'entreprise à mission, eh bien, il aura ce regard aussi global. Et dans notre comité stratégique qui intègre des parties prenantes externes, eh bien, il y aura ce regard global, et bien sûr, sur la mission et sur la stratégie et les résultats. Mais je crois il faut éviter des gouvernances qui auraient chacune un angle d'attaque, un regard que sur une partie, parce que là, ça veut dire qu'on est un peu schizophrénique. Et c'est, à mon avis, pas la direction à prendre. Donc, si je traduis votre propos, ça veut dire que vous avez cette approche systémique dans chacun de vos comités, en fait. C'est ce qu'on essaie. Oui, oui. Ouais, ce n'est pas des comités dédiés RSE d'un côté, puis qualité de l'autre, etc. C'est vraiment une approche systémique. Ouais. Exactement. Alors, par contre, en interne, en opérationnel, j'ai des choses dédiées par domaine. C'est-à-dire que j'ai des comités opérationnels très orientés qualité, d'autres très orientés innovation et d'autres orientés RSE. Mais on va décliner là, on est dans une dimension très opérationnelle terrain. Donc, à l'intérieur de l'entreprise, j'ai ces comités-là qui sont plutôt très opérationnels, ça. Mais dans la gouvernance qui chapeaute le groupe, celle-là, elle a un regard complet. D'accord.
Une autre question là sur le fil. Je crois que vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Je ne sais plus si, bon, bien sûr, au niveau du comité exécutif, on va retrouver des salariés, mais si on parle véritablement de gouvernance, c'est au niveau du comité d'orientation que sont intégrés les salariés? Alors, non, les salariés sont intégrés via la SAB, c'est la Société des salariés actionnaires de PLM, voilà, c'est une société où il y a 200 salariés actionnaires avec un président, et le président est intégré dans le comité stratégique en tant que plus qu'actionnaire, mais aussi partie prenante, c'est à la fois salarié et actionnaire. D'accord. D'accord. Et ça, ça vous semble satisfaisant, le fait que ce soit le président qui représente l'ensemble des salariés, ou est-ce que c'est décliné dans la SAB, les discussions, comment ça se traduit? Alors, il y a un échange entre la direction du groupe et les 200 salariés actionnaires. On fait une AG par an, et plus si nécessaire, s'il y a un événement particulier. Donc, on a une relation directe, un échange par ces AG. Et puis, en plus, voilà, il siège au comité stratégique qui a lieu 3 fois par an, où là, cette voix-là est entendue. Et qui a eu, je peux dire, sur des décisions parfois importantes, qui a eu son impact. Donc, c'est une voix vraiment qu'on entend. Dans le cadre de l'évolution vers l'entreprise à mission, il y a une seule chose qui est dite de façon assez précise dans cette loi, c'est qu'il faut qu'il y ait dans le comité de mission au moins un salarié présent. Pas actionnaire forcément, au moins un salarié présent. D'accord. Donc, c'est un sujet qu'on va travailler. Quelle doit être la place effectivement des salariés? C'est peut-être pas que le salarié actionnaire, mais c'est aussi les salariés. Donc là, c'est un sujet en cours de réflexion. Ce que je voudrais dire là aussi, c'est qu'on est allé vers la loi Pacte en France, qui ouvre des choses, et notamment le fait de dire qu'il faut au moins un salarié. Mais sachez que dans d'autres pays, comme en Allemagne, on dit que dans la gouvernance, il faut au moins 50% de salariés. Dans d'autres pays, les pays nordiques, c'est un tiers. Alors, cette évolution de la loi PAC nous dit, waouh, c'est une super avancée, mais en société, elle reste timide par rapport à d'autres pays. Hein. Voilà. Donc, nous, on sait que c'est un enjeu de réflexion. Voilà. Redonner sûrement plus de place aux salariés, aux salariés actionnaires dans cette gouvernance. Et ça, c'est le travail qu'on est en train de mener. Alors, justement, vous avez évoqué que chaque entreprise peut avoir son chemin vers une certaine gouvernance. Et vous avez décrit celle de CETI qui s'est fait par l'histoire, hein, tout simplement. Et vous avez évoqué 4 piliers, donc la performance opérationnelle, la RSE, la qualité et l'innovation, et avec un chapeau sur la performance économique durable du groupe, hein, si je comprends bien. Comment vous repositionnez la qualité? Parce que dans certaines entreprises, en fait, c'est l'ensemble de la qualité, enfin, l'ensemble de ce qui est évoqué est dans la qualité. Et là, c'est étonnant, c'est un des piliers. Oui, pour ça que ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que ces 4 mots sont très imbriqués et qu'on a des choses qui sont plus fortement impactantes sur la qualité, mais quand vous faites de la qualité et que vous réduisez, par exemple, vos non-conformités, pour être très concret en interne, vous réduisez aussi votre impact environnemental et c'est aussi une action RSE. Donc, on ne peut pas à chaque fois se dire les actions sont complètement différenciées. Mais si je prends l'angle réduction des réclamations clients et qu'on fait un plan là-dessus, je suis dans un angle plutôt qualité. Mais je sais qu'en faisant ça, j'impacte aussi mes rebuts, mes déchets, et j'impacte aussi, je réduis mes déplacements d'intervention et donc j'ai aussi une action RSE. Vous voyez que tout est lié, mais qu'il y a toujours une connotation plus positive à une action. C'est pour ça que j'ai bien insisté. C'est un système où si j'enlève un des 4 piliers, ça ne tient plus. Mais il y a des actions qui sont plus teintées d'une couleur que d'une autre. Et c'est simplement ça qu'on fait dans notre gouvernance très opérationnelle. Je suis un peu le gardien du temps en même temps, Laurence. Je sais que tu brûles l'envie de poser encore des questions, mais on est au bout de nos 20 minutes et on a pris un engagement vis-à-vis de notre public de tenir dans des petites capsules de 20 minutes. Donc peut-être, avant de se quitter, d'abord, je voudrais remercier François d'avoir effectivement accepté de partager avec nous ce qu'il vit chez CETI. Mais peut-être, Laurent, on peut donner rendez-vous d'abord pour un prochain web entretien le 12 novembre. Et puis peut-être surtout les ateliers dont tu peux peut-être dire un petit mot. Oui, moi ce que j'espère, c'est voilà, c'est un petit peu poussé par le Covid, comme l'a indiqué François Guérin tout à l'heure, cette forme de webinaire qu'on a voulu très courte, sur une vingtaine de minutes. L'idée étant de
bah, de donner envie à chacun de partager avec ses pairs sur ces questions de gouvernance, hein, qui sont d'autant plus critiques. Moi, j'ai pu le voir également dans ma propre entreprise où la jonction avec les salariés, avec l'ensemble des parties prenantes était extrêmement importante dans ces périodes quand même un petit peu secouées et difficiles et inconnues. Et voilà, premier point, j'espère que ça vous donnera l'occasion de partager. Deuxième point, c'est de venir rejoindre la commission gouvernance. On manque d'industriels, voilà, je pousse un cri. On manque d'industriels, même si l'équipe est tout à fait qualitative, mais ce serait pas mal qu'il y ait quelques industriels de plus. Et puis, on aura l'occasion, donc on va essayer de faire ça à peu près tous les mois. Et donc, la prochaine, c'est le jeudi 12 novembre, toujours à 12 h, une vingtaine de minutes. Et c'est Betty Vergniaud, que je n'écorche pas son nom, de Patismatic, qui sera, qui sera accueillie. Très bien. Voilà, merci à tous. Merci à tous de votre attention et puis bienvenue dans nos ateliers si vous voulez approfondir effectivement la réflexion. Et c'est quelque chose qu'on va lancer un petit peu plus tard dans l'année. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci encore François pour ta participation. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.